Michael Devine, 26 ans, est mort ce matin. Les membres du commando autorisés à rester en France. Le gouvernement veut mobiliser tous les chefs d'entreprise. Droit nouveau, mais pas de veto pour les comités d'entreprise. Bonsoir. Une fois de plus, l'Irlande du Nord est dans l'impasse. Ce matin, un 10e gréviste de la faim est mort. Il s'agit de Michael Devine. Il avait 27 ans, il était marié, il avait 2 enfants. Il était l'un de ces prisonniers catholiques irlandais qui protestaient contre leurs conditions de détention. Une fois de plus, sa mort a donné lieu aux habituelles manifestations dans les quartiers catholiques de Belfast et de Londonderry. Depuis le 5 mai dernier, lorsque Bobby Sands, le premier des grévistes, est mort, 9 autres se sont laissés mourir. 10, 11, 12, le chiffre augmentera sûrement encore. Rien ne paraît pouvoir débloquer cette situation et maintenant il y a une sorte d'indifférence générale. La mort ce matin de Michael Devine au bout de 60 jours de jeûne a déclenché les réactions désormais traditionnelles chez les catholiques de l'Irlande du Nord. Et funèbre de gens portant sa photo, barricades, voitures incendiées, cocktails Molotov. Devine est donc le 10e détenu républicain à s'être laissé mourir de faim pour obtenir le statut de prisonnier politique. Et pourtant, malgré ces 10 morts, malgré les 6 autres militants de l'IRA qui poursuivent actuellement la grève de la faim, malgré aussi les opérations de représailles contre les forces de sécurité britanniques, l'impasse paraît totale. Pour le gouvernement de Londres, aucune concession n'est possible tant que continueront les grèves de la faim. En fait, Margaret Thatcher compte sur la lassitude croissante de la communauté catholique. Or justement, quelques minutes à peine après la mort de Michael Devine, les bureaux de vote s'ouvraient pour élire le successeur à la Chambre des communes de Bobby Sands, le premier des grévistes de la faim, mort le 5 mai. Cette élection permettra de jauger précisément la lassitude des catholiques, dont seul le soutien massif avait permis la victoire de Sands. Une défaite du candidat de l'IRA serait un désaveu sans appel pour la campagne des grèves de la faim et une victoire pour Madame Thatcher. Deuxième titre de l'actualité, l'affaire de la vedette iranienne. Aucune poursuite judiciaire ne sera engagée en France en l'état actuel des choses contre les membres du commando. Il s'agit bien sûr du commando qui s'était rendu maître la semaine dernière de la vedette Tabarzine. Les occupants ont donc été autorisés à séjourner sur le territoire français. Pendant ce temps-là, la vedette qui était arrivée hier à l'arsenal de Toulon a été examinée par des techniciens de la Marine nationale, vous le voyez ici. Elle sera au besoin réparée en vue de sa restitution à l'Iran. La réaction des Iraniens, nous avons joint il y a quelques instants le correspondant de l'AFP à Téhéran. Très curieusement, pour l'instant, il est à noter que si, aussi bien au Parlement, le président du Parlement, Hachemi Rafsanjani, a aussi critiqué sévèrement l'attitude de la France quant à cette affaire, si donc aussi bien au Parlement que dans les milieux politiques qu'aux affaires étrangères, on est un ton, un ressentiment assez avoué, la presse, quant à elle, reste fort discrète sur l'affaire. Et pour l'instant, il ne semble qu'il n'y ait aucune manifestation en vue. Toutefois, il faut savoir aussi que pour ce type d'affaires, les réactions populaires, généralement, sont téléguidées et qu'elles peuvent intervenir quelques jours après. Mais rien n'est certain dans cette affaire, car en fait, pour l'instant, il n'y a pas une colère contre la France, c'est surtout un ressentiment, une sorte de rancœur devant la décision du président Mitterrand de rapatrier les Français. Les autorités ici ont en effet toujours dit que les Français étaient en sécurité, qu'ils le resteraient. Les problèmes français maintenant et d'abord les difficultés économiques. Aujourd'hui, les patrons ont réagi aux mesures de relance annoncées par le gouvernement. Hier, vous le savez, le Conseil des ministres a annoncé son intention de mobiliser les chefs d'entreprise. Et donc, avant le 15 septembre prochain, il y aura une série de mesures concernant les PME, donc, notamment pour les inciter à embaucher. Aujourd'hui, les patrons prennent acte de ces décisions. Le CNPF rappelle qu'il souhaite la concertation et qu'il a toujours voulu cette politique. La Confédération générale des PME se dit prête à rencontrer le gouvernement pour mettre au point cette politique. Un nouveau train de mesures pour les PME, donc, ce ne sera pas le premier. Le gouvernement estime que c'est en aidant les entreprises qu'on luttera le mieux contre le chômage. Première mesure, la prolongation jusqu'à fin octobre des crédits bonifiés à l'investissement. En clair, les entreprises qui veulent investir peuvent obtenir des prêts à des taux d'intérêt privilégiés. 12,75% par exemple pour les investissements favorisant les exportations, les créations d'emplois ou les économies d'énergie. Et 14,75% pour les investissements non prioritaires. Deuxième mesure, le desserrement du crédit. En juillet et en août, les normes d'encadrement du crédit sont relevées de 1%,
Résultat, les banques peuvent accorder 10 milliards de francs de prêts supplémentaires aux entreprises. Troisième mesure, pour atténuer les effets de la hausse du SMIC de 10% à compter du 1er juin, l'État prend en charge 50% des cotisations sociales payées par l'employeur. Et cela pour les salaires inférieurs à 3 500 francs environ. Enfin, quatrième mesure, des aides exceptionnelles de trésorerie. Elles sont destinées aux entreprises qui, tout en étant en bonne santé, ont des problèmes pour boucler leur fin de mois. Dans un premier temps, seules les entreprises industrielles de moins de 100 salariés sont concernées. Le commerce et les services n'y ont pas droit. L'avance obtenue est de 500 000 francs maximum sur 18 mois. Lundi dernier, cette mesure a été étendue aux entreprises de 100 à 500 salariés et au secteur du bâtiment et des travaux publics. L'avance peut aller jusqu'à 2 millions de francs au taux de 15,30%. Deuxième type de mesure pour lutter contre le chômage, les pactes pour l'emploi. Hier encore, le ministère du Travail a fait connaître les résultats de la dernière tranche de ces pactes pour cette année. Il faut noter à ce propos que les syndicats sont toujours très réservés sur ces pactes pour l'emploi, notamment la CGT. Il est vrai, et le ministère l'a reconnu, les résultats de ces pactes sont très inégaux. Elle s'appelle Khalidja, elle a 21 ans et travaille en ce moment aux cuisines d'un foyer de jeunes après avoir été l'une des 850 000 bénéficiaires du 3e pacte pour l'emploi, mais dans un secteur qui certes n'aurait pas dû la conduire au fourneau. J'ai fait le stage de 3e pacte pour l'emploi en dactylo et ensuite j'ai essayé de chercher du travail justement avec ce qu'on m'avait permis de faire et en fait ça collait pas du tout. On me disait que la vitesse n'y était pour rien, ça marchait pas. Tu as cherché du travail combien de temps? J'ai cherché du travail pendant 3 mois. Et j'ai fini par trouver un travail et en fait c'était uniquement dans une maison de tricot, d'importation de maisons de bouquins de tricot et c'était pour recopier des statistiques. J'ai fait ça pendant 8 mois. Après un stage de dactylo, il faut reconnaître que c'est un peu décevant. Oui. D'autres ont trouvé par des contrats à 90% du SMIC pour approfondir justement ce qu'ils avaient appris. Mais de vrais emplois, il n'y en a pas eu. Mais Khalidja a de la chance, car pour résoudre ce problème des formations mal adaptées aux débouchés, dans le foyer de jeunes travailleurs où elle se trouve, on a eu une plutôt bonne idée. Nous avons pensé astucieux d'essayer au sein même du foyer de créer nous-mêmes notre stage en améliorant les locaux du foyer et en leur apprenant quelques techniques de base qui seraient la peinture, le revêtement des sols ou des murs, le carrelage, la menuiserie aussi. C'est-à-dire vous avez créé vos propres stages pratiques? Absolument. Et nous avons créé avec le stage une petite entreprise qui nous permet d'employer les jeunes et au sortir des stages de garder avec tous les jeunes qu'ils désireront. En fait, dans ces pactes pour l'emploi qui se succèdent depuis 4 ans, il y a plusieurs formules et certaines ont eu moins de succès que prévu auprès des employeurs. Par exemple, celle qui prévoyait une exonération de 50% des cotisations patronales pour les patrons qui embauchent des jeunes. D'autres n'ont pas assuré aux jeunes la formation qu'ils espéraient. Mais tout n'est pas noir et on trouve des expériences réussies. L'intérêt du contrat du pacte emploi-formation, c'est de nous octroyer une aide pour assumer cette formation. Aide qui pour nous a été d'1 année. Et quel résultat avez-vous eu au bout du compte? Actuellement, nous avons gardé sur 14 personnes 6. Non pas que nous nous en soyons séparés, mais c'est parce que la qualité des stages était suffisante pour qu'ils trouvent rapidement un emploi à l'extérieur, alors que précédemment c'était des jeunes qui étaient inscrits à la NPE, ce qui est en quelque sorte la preuve que la formation que nous avons donnée était d'une qualité reconnue par nos confrères. Reste l'avis des syndicats, plutôt critique. Ils estiment que ces pactes permettent au patronat d'avoir une main-d'œuvre bon marché et facile à licencier. La reprise des pactes par le nouveau gouvernement qui les allonge et les enrichit ne séduit ni la CGT ni la CFDT. Mais si on arrêtait brusquement ces pactes, ce sont plusieurs centaines de milliers de jeunes qui risqueraient de se retrouver sur le marché de l'emploi. Social encore, la CGT demande au gouvernement de prendre 6 mesures urgentes. Georges Segui les a expliquées. Parmi ces mesures, une hausse du pouvoir d'achat du SMIC de 10%, la mise en place d'un contrôle des prix et des loyers et la suspension des fermetures d'entreprises. Social toujours,
les projets du ministre du Travail. Jean Auroux était l'invité d'Antenne de Midi tout à l'heure. C'était un peu sa rentrée puisque c'est la première fois qu'il expliquait son projet de mesures sociales. Deux informations particulièrement intéressantes dans ses propos. Par exemple, le ministre s'est déclaré opposé au droit de veto des comités d'entreprise. Et d'abord, il souhaite limiter le travail intérimaire. Suppression du travail intérimaire, nous sommes conscients que si nous voulons dynamiser l'entreprise et l'esprit d'entreprise et faire face aux réalités que nous rencontrons, il faut garder des moyens d'action. Et il est vrai que dans certains cas, des entreprises auront à faire face à des charges de travail imprévues. Donc nous allons limiter à des cas particuliers le travail. Quel cas, monsieur le ministre ? Par exemple, des charges de travail imprévisibles et imprévus qui demandent que dans telle ou telle entreprise, eh bien, pour faire face à une commande, y compris une commande étrangère qui exige des délais particuliers, on puisse faire appel à du travail temporaire. Mais il sera limité à des cas particuliers et il ne sera pas en aucune façon, il ne devra pas devenir un moyen, comme ça a été le cas, de détourner la législation sociale. Est-ce que les comités d'entreprise auront un droit de veto sur les licenciements ? Je ne suis pas favorable au droit de veto. Le droit de veto n'est pas créateur d'emplois. Bon, ça veut dire non, ça. Donc il n'y en aura pas, on en est certain. Non. Hein ? Économie encore. Dans la bataille tous azimuts engagée contre la crise économique et la dégradation de l'économie française, il y a aussi le commerce extérieur. Le déficit de la France a atteint 3 milliards 800 millions de francs en juillet. Si le déficit se prolongeait, cela pourrait avoir des conséquences sur le franc. D'où la nécessité de rééquilibrer la balance commerciale. Peut-être pas tellement en stimulant nos exportations, nos ventes à l'étranger qui restent à un niveau élevé, mais surtout en reconquérant le marché français qui se laisse, dans certains domaines, envahir par les produits étrangers. L'exemple le plus frappant, c'est l'électroménager. Et oui, nos magasins sont pleins de matériel étranger. Regardez ces rayons, ils en sont remplis. Notre marché intérieur est tenu par des constructeurs étrangers et de plus en plus tenu. Il y a un an, notre déficit dans ce domaine était de 2,5 milliards pour le premier semestre. En 1981, il est de 3,3 milliards pour la même période. Bien sûr, ce déficit dépend des produits. Les machines à laver, les télévisions françaises se vendent bien. Ce n'est pas le cas de la haute fidélité. Dans ce domaine, tous les vendeurs que nous avons rencontrés sont unanimes. La hi-fi française n'existe quasiment plus. « 90% de ce que nous vendons vient de l'étranger et sur ces 90%, 80% reviennent aux Japonais. » Très sensible dans le domaine de la hi-fi, ce phénomène existe aussi dans le gros électroménager, mais là il est nettement moins important. Nous faisons 50-50. Le marché français, 50% du marché du petit électroménager et du gros électroménager. Eh bien, à vrai dire, je n'achète pas systématiquement français. Eh oui, mais avec une bonne approche psychologique, nous pouvons reconquérir le marché intérieur du gros électroménager. Il y a en France assez de bons industriels et de bons produits, reste à les vendre. Ce sera un peu plus difficile pour le petit électroménager, les robots, machines à café, grille-pain. Enfin, ce sera très difficile dans la haute fidélité tenue par les Japonais. Mais déjà, des industriels français s'y préparent avec des armes secrètes révélées par Antenne 2. Nous sommes en train de reconquérir des créneaux, et surtout dans le domaine de l'audiovisuel et dans le domaine particulièrement de l'audio. Je vous donne l'exemple de notre usine de Moulins qui est en train de finir la mise au point d'un nouveau hi-fi. Je dirais d'un très nouveau hi-fi qui sera présenté en septembre. Eh bien voilà l'exemple de cette arme pour reconquérir l'industrie française, le marché français. C'est cette chaîne hi-fi que nous avons ici dans le studio. C'est la première chaîne compacte française. Elle a été entièrement conçue et réalisée en France, donc par Thomson à Moulins. Et elle sera présentée et commercialisée à partir de septembre. Vous la voyez ici dans notre studio, c'est une première donc. Économie toujours avec le débat sur les nationalisations. Cet après-midi, il y avait à l'hôtel Matignon un conseil interministériel sur ce sujet. Au programme, la nationalisation des groupes industriels. La semaine prochaine, le gouvernement examinera la nationalisation du secteur bancaire. Pierre Moussa, le PDG de Paribas, l'une des banques touchées par la nationalisation, Pierre Moussa était l'invité d'Antenne de Midi. Il s'est montré bien sûr défavorable à ces mesures. Pays dans le monde, parmi les plus importants, puisque ça comprend notamment les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Japon et certains des points vitaux tels que Hong Kong, Singapour, dans lesquels la marque nationalisée n'est pas totalement rédhibitoire, mais est quelque chose qui vous gêne, qui vous amoindrit, qui vous diminue, parce qu'un certain nombre de clients ne sont pas d'accord.
Donc, je suggère que l'on tienne compte de cela lorsque l'on prendra une décision pour savoir ce qui doit être exactement nationalisé. Tout, certainement, à l'intérieur de la France, mais peut-être pas tout en ce qui concerne les prolongements à l'étranger. Deuxième point de vue, celui de Michel Rolland, qui était reçu aujourd'hui avec la CFDT par Jean Le Garec, le secrétaire d'État chargé de l'expansion du secteur public. La CFDT voudrait, elle, élargir le champ des nationalisations. Si on veut, comme nous le souhaitons, que les nationalisations servent au développement d'une autre politique industrielle, il faut que le champ des nationalisations soit étudié pour ça. Alors on a posé le problème de l'ensemble du secteur financier qui doit être soumis au contrôle de l'État d'une manière ou d'une autre. On a posé le problème qu'il convient de garder les participations industrielles du secteur financier et on a évoqué les problèmes spécifiques posés par les grands groupes industriels à structure particulière tels que la CGE, Matra, Dassault, Thomson CSF, etc. Que vous voulez voir entrer dans le champ de nationalisation? Que nous souhaitons voir entrer largement dans le champ des nationalisations pour permettre de nouvelles politiques industrielles en matière de sidérurgie, d'armement, d'énergie, d'aéronautique, etc. Si vous avez tenu à mettre les points sur les i devant M. Le Garec, c'est que vous êtes inquiet? Nous ne sommes pas inquiets des projets du gouvernement, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons que le discours du Premier ministre. Mais ce que nous savons, c'est qu'en 1945, il y a eu des nationalisations qui, par la voie du tripartisme, ont abouti pratiquement à l'étatisation d'un certain nombre d'entreprises et nous n'en voulons en aucune manière, nous voulons que les nationalisations soient une étape vers l'autogestion. Et puis Michel Rolland a également insisté sur les droits des salariés dans les entreprises qui vont être nationalisées. Il voudrait qu'en face des directions nommées par le gouvernement, il y ait un conseil de surveillance nommé par les salariés. Enfin, pour clore ce long chapitre économique, les difficultés des agriculteurs. Après les producteurs de fruits et légumes, après les viticulteurs, cette fois ce sont les producteurs de lait qui sont en colère. Et ils menacent de bloquer les routes si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Bruno Ledreff. Officiellement, la communauté européenne a consenti une augmentation du prix du lait à la production de 12,67%. Or, les producteurs ont fait leur compte. Leurs ressources n'ont augmenté en réalité que de 10% en moyenne. Différence entre les deux pourcentages, 2,67% de manque à gagner. Les producteurs de lait accusent les distributeurs, et les grandes surfaces en particulier, de faire pression sur le prix d'achat. Argument des distributeurs pour leur défense, ils trouvent du lait moins cher à l'étranger et par conséquent, en faisant ainsi jouer la concurrence, ils peuvent le fournir à un moindre prix aux consommateurs. Le ministère de l'Agriculture et celui de l'Économie ont alors invité les différents responsables professionnels de la filière du lait à se rencontrer début septembre afin d'examiner la situation. La table ronde portera principalement sur les relations commerciales qui lient producteurs, transformateurs et distributeurs du lait. Mais les producteurs ont déjà fait savoir que s'ils n'obtiennent pas rapidement une réponse satisfaisante à leurs revendications, ils envisagent de passer à l'action. Du côté du vin, les choses ne semblent pas s'arranger entre le gouvernement français et les autorités européennes, c'est-à-dire en l'occurrence la Commission. Toute l'affaire tourne autour des 300 000 hectolitres de vins italiens bloqués en douane. La Commission européenne veut que ce vin soit débloqué le plus vite possible. Le gouvernement français n'est pas de cet avis. Ce n'est pas cet été que les Italiens et les Français trinqueront à la santé du marché commun, même s'ils se retrouvent autour de la même table. Chacun reste sur ses positions et les Français en particulier n'ont pas l'intention de mettre de l'eau dans leur vin. Pouvoirs publics et viticulteurs sont d'accord pour estimer que les mesures françaises d'aide à la viticulture méridionale ne sont pas anticommunautaires. La taxation des vins de coupage n'est pas en contradiction avec le traité de Rome. Ils récusent donc les critiques de la Commission de Bruxelles. Nous considérons que ces critiques ne sont pas justifiées et que les mesures qui ont été décidées par le gouvernement ne sont pas des mesures anticommunautaires. Nous nous expliquons sur ce point-là avec la Commission. Je vous rappelle que nous avons demandé en particulier aux Italiens d'indiquer l'origine des vins et que nous n'avons pas de réponse. Nous attendons cette réponse. Les Italiens ont annoncé aujourd'hui qu'ils fourniraient lundi prochain aux autorités françaises les certificats d'origine. S'ils sont conformes, ils permettront aux vins italiens d'être dédouanés. Au ministère, l'ambiance aujourd'hui était plutôt bonne, le dialogue existe et c'est l'union sacrée contre les importations italiennes. On s'est donc quitté satisfait de la fermeté du gouvernement français qui a réaffirmé les aides de soutien à la viticulture. Ils sont sûrs de leur bon droit et récusent les critiques des Siciliens. Lorsqu'on entend maintenant le maire de Marsala critiquer les Français, moi je veux bien. Si les Siciliens sont capables de vivre en vendant des vins à 2000 € le degré, nous c'est impossible. Alors, voir la misère exportée, nous ne sommes pas d'accord.
Actuellement, le vin italien ne passe plus les frontières, du moins officiellement. Reste que le dédouanement des 300 000 hectolitres de vin italien, actuellement à 7, devrait intervenir dans les jours prochains, comme l'exige la Commission de Bruxelles. Le gouvernement français aura deux possibilités. Tout d'abord, stocker ce vin que l'on pompe des cuves d'Épinardier. La Commission de Bruxelles subventionnera ce stockage pendant 3 mois. Deuxièmement, demander une distillation supplémentaire que Bruxelles pourrait autoriser. Beaucoup d'hypothèses, vous le voyez, la solution passera de toute manière par l'abandon, en partie, d'un certain chauvinisme des Italiens. Le secrétaire d'État qui a parlé le premier, c'était André Célard. Dans l'actualité française, encore brièvement, le nouveau timbre à 1 franc 60, le voici à côté de moi. Vous le savez, c'est le nouveau tarif pour les lettres. Ces timbres seront disponibles dès le 1er septembre dans tous les bureaux de poste. 200 millions de ces timbres seront ainsi répartis. Deuxième information, elle concerne les vacances scolaires. Le calendrier scolaire 81-82 sera maintenu, c'est ce qu'a dit officiellement le ministre de l'Éducation. Les radios libres, elles vont être désormais appelées les radios privées. Le brouillage a cessé pour 70 d'entre elles. Le ministère de la Communication, l'avait demandé au ministère des PTT. Enfin, le nucléaire. Le débat est loin d'être terminé sur la politique nucléaire. Force ouvrière, par exemple, a fait connaître sa position aujourd'hui. La centrale syndicale est favorable au développement du nucléaire dans le cadre d'une production énergétique diversifiée. Et FO propose la mise en place d'une charte nucléaire. Dans ce dossier, l'une des réalisations les plus contestées, c'est la Hague, le centre de retraitement des déchets. Pour bien comprendre le problème, il faut savoir que la Hague n'est en aucun cas une centrale nucléaire. Patrick Esther. Avec le soleil des 2 dernières semaines, le Nedjobour a reçu la visite de plusieurs milliers de touristes. Pourtant, depuis quelques années, une autre curiosité locale lui a ravi la vedette, l'usine de la Hague. Rien qu'au mois de juillet, 2000 visiteurs ont monté les marches du belvédère qui surplombe l'usine, un chiffre qui montre bien le besoin d'information du public en matière de nucléaire. La première question que se posent ces touristes, c'est combien de kilowatts produit l'usine de la Hague? Eh bien, l'usine de la Hague ne produit rien, ce n'est pas une centrale. Elle retraite les combustibles irradiés en provenance des centrales nucléaires qui, elles, produisent l'électricité. Retraiter, c'est séparer les différents éléments de ces combustibles usés pour récupérer d'une part l'uranium et le plutonium réutilisables comme combustible neuf, c'est d'autre part isoler les produits de fission très dangereux. Le retraitement représente une économie d'uranium naturel de 20% et permet d'alimenter en plutonium les surgénérateurs. Dans les endroits de l'usine les moins irradiés, les hommes travaillent en se protégeant, mais tout ce qui a été en contact avec des produits radioactifs est contaminé, doit être jeté et vient gonfler le volume des déchets. Pourtant, sans usine de retraitement, la masse des déchets serait 10 fois plus grande encore. Le retraitement n'a rien à voir avec le stockage des déchets. Ce sont deux opérations totalement différentes. Nous sommes ici le long de la clôture du centre de stockage de la Manche. Sont entreposés tous les déchets français radioactifs de faible activité. Et comme vous le voyez, c'est de l'autre côté de notre clôture. Ce n'est pas chez nous. Condamner l'extension d'usines de retraitement au nom des problèmes posés par les déchets radioactifs serait une erreur. Deux informations judiciaires. Les avocats de Christian Ranucci demandent une nouvelle fois la révision du procès. Ranucci avait été exécuté en 1976. À 22 ans, il était accusé du meurtre d'une petite fille de 8 ans. Et puis dans l'affaire de la tuerie d'Oriol, il y a eu une nouvelle inculpation, celle de Hubert Lieuthier. Il aurait fourni au commando des pelles et des pioches pour enterrer le corps de Jacques Massier. D'autre part, le juge a remis en liberté provisoire Paul Sinibaldi, qui lui aurait fourni l'un des véhicules. Politique. Deux jugements sur les 100 premiers jours du septennat de M. Mitterrand. Un jugement positif, celui du Parti communiste. C'est un premier pas, dit par exemple l'Humanité, mais les premiers résultats enregistrés sont positifs. Un autre jugement négatif cette fois, celui du RPR. Yvan Blot a déclaré que les socialistes avaient tendance à mépriser l'économie et que le RPR craignait que le gouvernement mette en œuvre un socialisme qui ne soit plus républicain. Quant à François Mitterrand lui-même, il a évoqué ses 100 premiers jours à l'Élysée. Tout ce que l'on peut faire doit être fait, a dit le président. Ce n'est pas de la précipitation, c'est le sentiment qu'il y a une grande attente dans le pays. Cela se passait à Sion, dans le Gers, vous le voyez, à l'issue d'une rencontre amicale avec Willy Brandt, le président de l'Internationale socialiste. Quelques jours et nous avons des rendez-vous amicaux et je suis venu passer quelques heures avec eux. Cela fera bientôt 2 mois que l'Assemblée nationale a apporté une majorité socialiste. Il n'y a pas de temps perdu. Mais, puisque les décisions ont été mûries,
dès lors qu'elles sont prises, il faut les appliquer rapidement. Donc ce n'est pas du tout de la précipitation, c'est le sentiment aussi qu'il y a une grande attente dans le pays. Et il y a aussi ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut faire doit être fait. Et il y a ce qui doit compter avec le temps. Il faut d'abord réparer les dommages causés par la politique précédente. Et ce n'est pas naturellement en 3 mois que l'on peut réparer les dommages d'une politique qui a duré des années et des années. Je ne pense pas que l'histoire m'ait réservé un été plus chaud qu'il n'a été réservé à combien d'autres avant moi. Bon, simplement, ce sont mes problèmes, et ce sont ceux de la France de 1981, ceux que j'ai à traiter. Alors, naturellement, ils prennent pour moi une ampleur et une acuité dont vous mesurez, évidemment, l'actualité, quoi. Retour à l'actualité internationale maintenant. Il n'y a pas eu d'accord à Genève. Les pays producteurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un prix unique du pétrole. Ce matin, on croyait que c'était fait, et puis tout à l'heure, on a appris que la conférence était ajournée. L'Arabie Saoudite n'a pas voulu augmenter le prix de son baril de brut jusqu'à 35 $. Jean-Marc Ilouz, à Genève. Hier soir, on craignait une rupture. Ce matin, certains délégués s'extasiaient sur le divin miracle qui allait enfin réunir 13 délégués de l'OPEP autour du chiffre magique de 35 $ par baril. C'est vrai, ce n'était pas un mirage, on était proche d'un accord, mais voilà. Après avoir traversé de hautes montagnes et de profondes vallées, je cite, le président indonésien de la conférence nous annonçait cet après-midi que les délégués, hélas, étaient tombés sur des sables mouvants. Une manière de ne pas désigner le ou les responsables du fiasco de cet après-midi. 35 $ reste toujours l'objectif des délégués. Le Venezuela, semble-t-il, concéderait généreusement $1, mais pour que l'accord se fasse, il faudrait que la Libye et l'Algérie acceptent une baisse de leurs primes, c'est-à-dire de ces quelques dollars de plus qui s'ajoutent à leur pétrole en raison de sa qualité ou de son éloignement. Or, la baisse de ces primes dépend elle-même de la baisse de la production que serait prête à consentir l'Arabie Saoudite. Cette nuit, loin de Genève, les chefs de gouvernement négocieront directement entre eux par téléphone. Avant la réunion de demain, peut-être celle de la dernière chance. Je vous le disais en commençant ce journal, les occupants de la vedette iranienne ont été autorisés à séjourner en France. Nous revenons à cette affaire car il y a quelques instants, Gérard Dalmaz a pu interroger l'un des membres du commando. Il s'agit d'un ancien militaire de l'armée du Shah qui explique donc à Gérard Dalmaz les raisons de l'acte des pirates. Et quel était le but de l'opération ? À ça, il faut demander au grand chef. Enfin, c'est tous, c'est pour tous, nous sommes contre Khomeini, mais ça, il faut que vous demandiez au grand chef. Vous êtes iranien maintenant. Vous êtes iranien vous-même ? Oui, bien sûr. Et vous êtes un ancien membre de l'armée iranienne ? Oui. Oui. Et vous... Téhéran affirme qu'il y avait des Français dans le commando. Ah non. Il n'y avait pas de Français dans le commando ? Non. Et qu'ont fait les marins qui, eux, se réclament de la fidélité à Khomeini ? Ils sont déjà partis, hein ? Non, oui, nous avons laissé... sur le bateau, ils se sont laissés faire. Ils n'ont pas essayé de riposter, de résister, les marins de fidèles à Khomeini ? Non. Non ? Non, sauf un sous-officier de renseignement. Et vous avez l'intention, monsieur, de rester en France maintenant ? Nous avons déjà la carte de séjour française. Mais vous avez l'intention de rester longtemps en France ? Vous avez l'intention de rester longtemps en France ? Ça dépend de la prochaine mission. Ah bon ? Parce que vous envisagez d'autres opérations de ce genre ? Pas ce genre, mais quand même, il faut lutter. Vous êtes prêt à recommencer de telles actions, monsieur ? Comme la vedette. À notre action ? D'autres actions de ce genre. Ah, je ne peux pas vous dire. Vous ne savez pas. Cette interview a été recueillie il y a quelques minutes à peine dans des conditions difficiles, vous l'avez vu. Les suites maintenant de l'affaire libyenne, les 2 avions libyens abattus par des avions américains. Les autorités libyennes confirment leur position, ce sont les avions américains qui ont attaqué. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les 2 pilotes libyens interrogés à la télévision.
À Tripoli et à Benghazi, il y a eu des manifestations anti-américaines, mais le gouvernement libyen a dit qu'il ne prendrait pas de mesures de représailles contre les Américains qui vivent dans le pays. Dans cette affaire libyenne, donc, Ronald Reagan a en quelque sorte tapé du poing sur la table une politique très ferme, donc Paul Naon, qu'il faut tout de même replacer dans son contexte. Oui, absolument. Et ce qu'il y a d'absolument étonnant, c'est que dans cette affaire, Ronald Reagan vient de prendre 3 ou 4 décisions tout à fait fondamentales pour le pays et pour le monde, et quelques heures à peine avant de partir dans son ranch de Californie pour prendre des vacances. Alors, rappelez-vous, il y a quelques jours, il a cassé la grève des aiguilleurs du ciel et licencié effectivement 14 000 d'entre eux. Il décide ensuite, toujours de Los Angeles, de fabriquer la bombe à neutrons. Il promet également, en réactivant le programme des missiles AMIX et en construisant peut-être un nouveau bombardier, le P-1, il promet donc de redonner aux États-Unis la supériorité stratégique sur l'Union soviétique. Enfin, hier, le président américain, d'une certaine façon, a testé, si vous voulez, le gouvernement libyen, car tout le monde à Washington était parfaitement conscient du risque de ces manœuvres. Toutes ces décisions sont tout à fait claires, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le président des États-Unis veut démontrer que la période d'incertitude est révolue. Fini donc le Vietnam, l'Iran, le raid dans le désert de Tabas. Désormais, les États-Unis discuteront avec leurs alliés et leurs adversaires, surtout en position de force. Il faut quand même noter que Ronald Reagan bénéficie d'un coefficient de chance et de réussite assez extraordinaire, avec un deuxième facteur tout à fait aussi important, une opinion publique tout à fait satisfaite parce que les décisions prises en ce moment correspondent profondément à son attente. Si aujourd'hui, beaucoup se frottent les mains de la fermeté retrouvée du géant américain, demain, les conséquences risquent d'être sérieuses. D'abord pour tous ceux aux États-Unis, c'est-à-dire les plus défavorisés, qui seront sacrifiés sur l'autel financier du réarmement. Ensuite, pour tous ceux dans le monde, notamment dans le tiers-monde, qui auront à souffrir du défi américain. Décidément, vous le voyez, Reagan n'est pas Carter. Merci Paul. Cette édition du journal est presque terminée. Avant de la terminer, donc, je vais d'abord vous donner les résultats du tiercé. Le tiercé, donc aujourd'hui, vous allez le voir sur votre écran, l'ordre d'arrivée, donc c'est le 4, le 8 et puis le 2. C'est un tiercé qui rapporte tout de même assez gros, puisque vous le voyez sur votre écran, dans l'ordre, ce tiercé rapporte 8 147 francs 50, dans un ordre différent, 1629 francs 50, tout cela pour 5 francs, bien sûr. Et puis pour être tout à fait complet, maintenant, nous allons voir les prévisions de la météorologie pour demain. Alors, je me tourne vers Laurent Boussier. Laurent, il semble que le temps ne s'améliore pas vraiment. Non, demain, il ne faudra jamais trop s'éloigner de son parapluie, parce qu'un peu comme aujourd'hui, il y aura du soleil, mais également beaucoup d'averses. Avant de nous occuper du temps prévu, regardons les températures qui ont été relevées à 14 heures par la météo nationale. Des températures qui, comme vous le voyez, sont encore en baisse. Elles n'ont jamais pu dépasser 20 degrés au nord de la Loire. Le temps prévu pour demain, maintenant dans la matinée, il sera très couvert et pluvieux du Bordelais aux Alpes. Dans la journée, cette masse nuageuse va continuer sa descente vers le sud et elle affectera dans la soirée les Pyrénées et la Corse. Partout ailleurs sur l'ensemble du pays, le temps sera variable avec beaucoup d'averses, des averses qui pourront être assez longues mais aussi des éclaircies. Ces éclaircies seront extrêmement belles et extrêmement longues sur tout l'ouest, la Bretagne et l'Aquitaine. Les vents sont du nord-ouest, mais le Mistral s'établira dans la soirée. Les températures prévues pour demain maintenant, elles sont, vous le voyez également en baisse, 19 degrés dans le nord, 23-26 degrés dans le sud. Un mot du temps pour samedi, il y aura encore des averses dans le nord et sur les massifs montagneux, les Pyrénées et les Alpes. Enfin, pour terminer notre agenda, demain c'est la Saint-Christophe et le soleil se lève à 6h53. Voilà. Merci Laurent. Voilà, cette édition est terminée. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera Alain Valentini en fin de programme tout à l'heure. Passez d'ici là une excellente soirée. Bonsoir.